Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 14 avril. Tout de suite, les titres que nous allons développer. 6 familles expulsées ce matin dans le quartier de Paraíta à Papeete, une opération qui a mobilisé une cinquantaine de policiers et qui fait suite à une décision de justice rendue il y a 9 ans. La France devrait restituer les œuvres pillées durant la période coloniale à leur pays d'origine. C'est en tout cas la position de l'Assemblée nationale qui vient d'adopter à l'unanimité un projet de loi. La Polynésie française n'est pas concernée par ce dispositif, mais ce vote fait écho à un débat bien local à qui appartient la mémoire polynésienne. Nous en parlerons en plateau avec Mililani Ganivé, doctorante au Sainsbury Research Unit et au British Museum. Elle sera notre première invitée dans ce journal. Comment réconcilier les enfants avec les mathématiques? Certains établissements scolaires s'appuient sur des méthodes progressives et sur ce sujet, nous recevons une référence internationale. Monica Nigoy est actuellement sur le territoire, docteur en didactique des mathématiques, consultante, formatrice et autrice. Elle est également sur notre plateau ce soir. Et puis nous parlerons aussi d'une ressource vitale, l'eau. Elle était célébrée aujourd'hui dans la capitale. Objectif, sensibiliser les habitants des quartiers de Papeete à travers une journée de partage et d'information. Important déploiement des forces de l'ordre ce matin à Paraíta. Une cinquantaine d'agents de la DTPN ont été mobilisés pour procéder à l'expulsion de 6 familles après une décision de justice rendue en 2017. 7 maisons squattées ont été évacuées. Nicolas Pérez et Yann Roy étaient sur place. Il est 8 h du matin quand une cinquantaine de policiers de la DTPN bouclent une partie de l'avenue Régent Paraíta pour procéder à l'expulsion de 6 familles. Une quarantaine de personnes occupant illégalement 7 maisons. Des phares insalubres détruits dans la foulée. Une opération qui fait suite à une décision de justice rendue en 2017. On est passé sur les lieux pour faire une tentative d'expulsion amiable en 2023. On a obtenu le concours de la force publique en 2024 et le temps que les propriétaires s'organisent pour intervenir aujourd'hui. Une évacuation qui s'est déroulée dans la sérénité grâce notamment à une série de rencontres avec les familles concernées et les forces de l'ordre. Il y a eu des échanges bien sûr avec l'huissier chargé du dossier et puis nous-mêmes, les équipes de la DTPN sont passées à plusieurs reprises pour rappeler aux personnes concernées qu'une mesure a été en cours et qu'il fallait qu'ils prennent leurs dispositions. Un dispositif de sécurité exceptionnel pour ce quartier de Papeete décrit comme sensible. C'est un beau dispositif, mais au vu de la sensibilité du quartier tel qu'on le connaît, avec quelques soucis qu'on a pu connaître certaines années, on n'a pas pris de risque. Une expulsion qui n'est pas exceptionnelle sur le Fénois. Les services sociaux sont parfois mobilisés pour accompagner ces familles. Des fois, les gens s'installent sur des grandes parcelles de terre. Je sais qu'il y a 2 ans, je suis intervenu sur la commune de Teviuta, à Papeari. C'était une grande parcelle et il y avait 14 maisons qui étaient à évacuer. Donc eux aussi, c'était une procédure qui datait depuis longtemps. Et on a mis les propriétaires ont mis les moyens et les gens ils ont été relogés. La commune est intervenue parce qu'il y avait certains qu'ils étaient relogés dans les Phares Amouira, dans les communes, ce qui est bien. Et le maire était là. En général, les maires ils sont là aussi pour aider la population. Une drague et 2 camions-bennes ont été mobilisés pour détruire et évacuer les déchets de ces habitations. Selon le voisinage, un projet immobilier serait envisagé sur cette parcelle. Ce matin, devant la cour d'assises des mineurs, s'est ouvert le procès du plus âgé des 2 frères impliqués dans le meurtre du jeune Manoa en septembre 2024 pour lui voler son vélo électrique. Les 2 frères sont accusés d'avoir attiré la victime dans un guet-apens avant de lui asséner des coups de marteau à la tête. Le corps avait été retrouvé 3 jours plus tard en contrebas d'une falaise à Mahina. Au mois de mars, le plus jeune des frères a été condamné à 13 ans de prison par le tribunal pour enfants. Le procès de son aîné doit se tenir sur 3 jours. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.
Un mot de culture avec cette actualité nationale qui fait écho à un débat local. Les députés ont adopté à l'unanimité un projet de loi sur la restitution des biens culturels pillés par la France pendant la colonisation entre 1815 et 1972. Les collections privées appartenant à des particuliers sont toutefois exclues. La Polynésie française n'est pas concernée par ce texte, mais il relance ici la réflexion autour des œuvres polynésiennes conservées à l'étranger. Pour en parler ce soir, Milani Ganivet, doctorante au Sainsbury Research Unit et au British Museum. Bonsoir Milani. Bonsoir Athéna et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, vous travaillez notamment sur les collections polynésiennes de la London Missionary Society au British Museum, parmi lesquelles figure la statue du dieu Aa. Quel regard portez-vous sur ce texte examiné hier à Paris et pourquoi la Polynésie n'entre pas dans son champ d'application? C'est un texte important, c'est un texte historique qui est aussi le fruit de longues revendications justement des pays nouvellement indépendants à l'aube des indépendances africaines. Donc je pense que ça a le mérite d'exister. C'est aussi un texte qui peut parfois poser question, puisqu'en fait la question de fond aussi c'est la question de la recherche de provenance et qui concerne uniquement du coup les objets dont on sait qu'ils ont été spoliés, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les collections de musées et de tous les objets. Alors il faut savoir que ça ne nous concerne pas forcément parce qu'en fait ça ne nous concerne pas forcément parce qu'il y a le principe d'inaliénabilité des collections, mais surtout en fait de par notre statut juridique, donc on est une collectivité d'outre-mer, la France par définition ne peut pas se restituer à elle-même, et tant qu'on est en contexte français, donc la France ne peut pas se restituer à elle-même des objets polynésiens. Ce qu'il faut quand même signaler, c'est qu'en fait il y a le dépôt du supposé fragment de Marura, donc c'est une des manières qui existe en fait pour avoir une circulation des objets au sein de l'ensemble français. Alors vous venez un peu de l'évoquer, mais finalement ces restitutions ne se limitent pas au retour physique des œuvres, elles comportent aussi des enjeux politiques, culturels et sociaux. Exactement, et moi en tant que chercheuse, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'en fait ça pose une question, des enjeux sous-jacents qui sont vraiment importants, surtout pour nous. C'est la question justement de la documentation des collections et de l'importance des communautés d'origine dans la documentation de ces collections-là. Je pense notamment par exemple à la valorisation des savoir-faire, comment est-ce qu'aujourd'hui les artisans peuvent nous apporter des éléments et des éclairages importants sur des collections en fait qui sont encore méconnues et qui sont en fait à l'extérieur de chez nous. Alors, le débat existe ici aussi. Faut-il restituer ou pas les œuvres polynésiennes à leur pays d'origine? Quelle est votre opinion et comment poser ce débat sereinement? C'est une question importante. J'ai envie de dire qu'on ne va pas forcément contre l'histoire. Maintenant, il y a des étapes intermédiaires qui sont importantes. Je pense notamment à la documentation des collections et à l'accessibilité de ces collections. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est on est conscient en fait du fait que plus de 95% de notre patrimoine est dispersé, c'est-à-dire à l'extérieur de chez nous, et qu'en fait c'est un patrimoine qui est largement méconnu. Donc je pense qu'il y a un gros travail en fait de fond éducatif déjà à faire, et aussi surtout un travail de collaboration avec les communautés d'origine, et c'est aussi le travail de mon travail de recherche, et je pense que c'est des étapes intermédiaires qu'il ne faut surtout pas négliger. Justement, vous parlez de votre thèse, vous organisez une conférence le 7 mai à 9h au CESEC pour ceux qui seraient intéressés. Alors quand on parle du patrimoine polynésien, on pense d'abord aux objets, mais il y a aussi les archives, les écrits, les enregistrements. Et avec la réalisatrice Marie-Hélène Villiers, vous travaillez justement sur des documents trouvés aux États-Unis autour des habitants de Ha'apu, à Huahine. Pourquoi cette découverte est-elle importante ? C'est une découverte qui était très importante. En fait, c'est une découverte que j'ai faite en 2022 dans le cadre d'un stage en fait, au Smithsonian, donc, qui est le plus ancien musée des États-Unis. C'est une découverte importante parce qu'en fait, elle nous a permis de monter un projet communautaire qui a été sélectionné par le Smithsonian, où en fait, on a eu l'opportunité d'amener en fait, les membres de la communauté de Ha'apu pour aller récupérer leurs archives donc, numériques et pour les ramener chez eux. C'est une découverte aussi importante parce qu'en fait, elle pose la question des retours d'objets à plusieurs niveaux. Donc là, dans le cadre de la loi, on voit que c'est le cadre d'État, de pays à pays. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de penser en fait à la question d'échelle. Donc, comment est-ce que s'articule le retour à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une île, mais aussi à l'échelle d'une communauté. Parfois, les enjeux se superposent et parfois, ils sont plus antagoniques. Et je pense que c'est cette complexité qu'il faut aussi mettre en relief. En tout cas, ce travail est l'illustration de l'implication de la communauté locale finalement dans ce travail de restitution. Milani Ganivet, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous le rappelle, une conférence organisée le 7 mai à 9h au CESEC. On ne peut dissocier la culture de l'éducation et justement, parlons-en avec une matière parfois boudée, les mathématiques. Certains établissements scolaires s'inspirent de méthodes progressives et cela commence dès le plus jeune âge. Nous aurons l'occasion d'en discuter en plateau avec une référence internationale. Mais avant, voyez ce reportage de Sam Teinaouré. On peut retourner? Oui, on y va. On commence.
Au début de l'exercice proposé ce matin, les élèves lisent les consignes différentes pour chacun et posent les calculs. Une fois les résultats trouvés et validés par les professeurs, un deuxième exercice est distribué. Mais cette fois, les méthodes de résolution font appel à des éléments qui se rapportent à ce que les enfants peuvent trouver à la maison. Aujourd'hui, ils ont des besoins différents et c'est vrai que concernant les parents et la coéducation, on a ce message fort lorsqu'on les reçoit d'utiliser des activités quotidiennes de la famille en allant faire les courses pour solliciter leurs enfants, pour calculer le prix de ce qu'ils vont acheter, de la somme qui va leur être rendue. Vraiment, on incite beaucoup les familles au travers d'activités qui sont du quotidien. Chaque année, l'enseignement catholique met en place des plans de formation pour chaque discipline avec une attention particulière pour les mathématiques et le français qui ont la particularité d'être transversales à toutes les autres disciplines. Le dernier plan de formation en mathématiques a notamment été inspiré par les travaux de Monica Nigoy, experte en didactique. Dans le cadre de ce plan de formation en mathématiques pour des enseignants de cycle 3, on s'est largement inspiré de ces travaux. Et là où elle nous a beaucoup inspiré, au-delà de la didactique et des connaissances qu'on a pu tirer, c'est vraiment de pouvoir être passionné par la beauté des mathématiques et vraiment essayer de faire passer cette passion à nos élèves. Donc ça, c'est vraiment le cœur et le centre de ce que l'on retient d'elle et j'ai hâte de la rencontrer. La rencontre que j'ai vue la semaine prochaine, il me semble. Alors, comment cultiver le goût des mathématiques ? On en parle avec vous, Monica Nigoy, docteur en didactique des mathématiques, consultante, formatrice et autrice. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs qui sont avec nous. Alors, avant de parler du sujet, on vient de voir une professeure qui est impatiente de vous rencontrer. Ouais, vous je suis citez touchée. souvent cela ? Je suis touchée. J'aurai plaisir de la rencontrer aussi. Alors, vous êtes là aujourd'hui au service des établissements publics comme privés. On vient de le voir, l'éducation catholique s'inspire de vos travaux pour enseigner les mathématiques. Et pour vous, cela commence par une attitude positive vis-à-vis des maths. On casse les idées reçues. Tout à fait. Pendant trop longtemps, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas pris le plaisir en mathématiques. Ils commencent l'école, ils aiment les maths. Ils ont cette aptitude en maths, en numération, comme en forme, géométrie. Et ils ont un cerveau formé pour les maths. Mais trop vite, on a des enfants qui sont cassés par les mathématiques, humiliés par les maths. Ils ne trouvent plus le plaisir, ils ne trouvent plus la joie, ils ne trouvent plus la beauté. Et la confiance en soi est essentielle parce que si je fais une erreur, ça ne veut pas dire que je suis nulle en maths. Une erreur est un outil d'apprentissage. Et il faut qu'on dise à l'enfant, tu as fait une erreur, mais maintenant tu comprends. Et j'ai confiance en toi. Alors bien sûr, il doit travailler, mais si l'adulte, parent et prof ont confiance en l'élève, il va réussir. Alors, une erreur comme outil, vous allez nous faire une petite démonstration au plateau. Ah oui. Alors, souvent, je dis aux élèves, merci pour faire tes erreurs, parce que nous, les professeurs, nous attendons des erreurs, parce qu'on enseigne par des erreurs. Alors, très vite, on apprend la symétrie. Donc, voilà un exercice de symétrie. J'ai mon axe et je donne un parallélogramme et je demande de faire la symétrie. Tu fais la même chose de l'autre côté. Eh bien, adulte comme enfant, me donne ces deux solutions. Vous voyez, toutes les deux sont très belles parce qu'on conserve la forme et la taille. Mais il y a l'une qui est la symétrie, celle-ci, et il y a l'autre qui n'est pas la symétrie. Mais qu'est-ce qu'elle est ? Elle est autre chose. Donc quand ça arrive, je demande à l'élève, est-ce que je peux me servir de ton erreur ? Et je lui dis, tu n'as pas observé, mais tu as lu dans mes pensées et tu sais que j'allais enseigner quoi ? La translation. Et la translation, excusez-moi, c'est que j'ai fait glisser mon parallélogramme. Et là, je vous ai montré avec les 4 élastiques bleus que ça va être les vecteurs de translation en terminale. Et donc, c'est une autre isométrie, mais qui serait venue après. Et l'enfant est tout content que son erreur a été un outil de pédagogie pour moi. Et puisque les images parlent plus que les mots... J'espère que c'est clair, parce qu'en plus, c'est joli. C'est en 3D. Le programme utilisé dans toutes les écoles, c'est celui dont vous êtes une des grandes voix, la méthode de Singapour. Et il y a le chemin concret, image et puis abstrait. Voilà. Et là aussi, vous nous proposez une démonstration. Oui, on va vous montrer une petite démonstration. Alors, le cerveau humain cherche le sens dans la vie, le sens dans les relations, le sens à l'école. Je dois
Et pourquoi pas les mathématiques? Les mathématiques, trop longtemps, étaient dénuées de sens. Tu fais comme ça parce que c'est comme ça. Eh bien non, la beauté, la puissance et l'ubiquité des maths, c'est qu'elles sont importantes. Donc on commence par le concret, le quotidien de l'enfant, et progressivement, pendant les 8 ans, on emmène à l'abstraction. Pas tout de suite. Donc dans les nombres pairs et impairs, tout le monde sait ce que c'est, en CE1, ils ont 7 ans, on leur montre des bus de Hong Kong ou de Londres qui sont comme des rectangles. Donc, on les fait construire les bus, le 2, le 4. Ils ne savent pas que c'est les nombres pairs. Le 6, le 8 et le 10, d'accord? Et puis, on les observe, on discute. Alors, ils vont dire rectangle, ils vont dire rouge, parce que les couleurs et les formes les attirent d'abord. Et après, ils vont commencer à avoir des discussions. Ils vont dire, ah, je vois des groupes de 2, comme les paires de chaussettes, les paires de gants et les paires de chaussures. Ou, il y en a qui disent, je vois deux étapes en haut, des étages, en haut et en bas. Et cette structure géométrique, dans le temps, va se développer en 2 groupes 2. Donc 10, c'est pair parce que 2 fois 5. Et en général, 2n deviendra l'expression algébrique d'un nombre pair. Les nombres impairs, pardonnez-moi, c'est 2n plus 1. Donc là, je donne un camion, je montre un camion. Ça, c'est le chauffeur et il transporte 2 voitures ou 4 voitures, ou 6 voitures, ou 8 voitures, etc. Et donc, on discute de c'est quoi. Alors, ils vont dire, ah, c'est un nombre pair plus 1, ou un nombre pair moins 1. Et avec le temps, un pair, c'est 2n, voilà, plus 1. Mais ils ne l'écrivent pas comme ça. Ils sont préparés avec une image mentale. Et ce qui est tellement beau, c'est qu'on voit qu'un pair et un impair, si l'un est... il est tombé en panne et il y a une remorque, on voit bien que pair et impair, ça donne impair, que 2 paires vont bien sûr donner pair. Et la beauté, c'est qu'on voit qu'un impair et un impair, les 2 chauffeurs se retrouvent et ça donne impair. Et donc en CE1, ça, c'est la démonstration qui, en terminale, sera algébrique. Donc, ils ont cette image mentale qui a été nourrie par l'image concrète qui les aide à aller vers l'algèbre, les empuissante. Monica Ningoy, malheureusement notre temps est limité ce soir, mais il ne lit pas sur votre chaîne YouTube Math with Dr Monica. Et j'indique également aux téléspectateurs que vous allez proposer 2 conférences à Tahiti, le 21 avril à l'Université de Polynésie, publique, ouvert à tous, et le 28 avril à l'ICEP, une 2e date prévue spécialement pour les parents. Je vous retrouve sur ma chaîne Math with Dr Monica. Merci beaucoup. Merci. On a tendance à l'oublier. L'eau est une ressource précieuse. La commune de Papeete l'a célébrée aujourd'hui avec une journée de sensibilisation. Public visé, les habitants des quartiers de la capitale avec un rendez-vous donné au parc Bougainville. Thomas Chabrol sur des images de Jeanne Tinouroy. Potable, elle coule dans les robinets de Papeete de manière courante. Mais avant d'arriver dans les foyers, l'eau a cheminé tout au long de la vallée de la Fatawa. En organisant aujourd'hui la fête de l'eau, la commune avait un objectif, sensibiliser les habitants des quartiers de Titioro, Taunoa ou encore Tiperui sur les enjeux liés à la gestion de la ressource. C'est important de rappeler à la population qu'on a une ressource en abondance, chose qui n'est pas tout le temps possible partout dans les lieux. À travers des ateliers ludiques, le public découvre le cycle de l'eau, son traitement et l'importance d'une consommation responsable. C'est mieux soit de remplir dans une bassine de l'eau et de se baigner avec un époux, on va dire ça comme ça, un époux. Ou tu te savonnes, mais tu fermes toujours le robinet, il ne faut pas laisser couler. Toujours ne pas laisser couler l'eau, c'est très important pour l'économie. Puisée dans le sol ou dans la roche, elle est déjà de très bonne qualité à l'état naturel, selon la Société La Polynésienne des Eaux, qui effectue plus de 150 prélèvements par an sur son réseau de distribution. L'eau est une ressource précieuse dont la consommation est devenue plus raisonnable. Depuis déjà 10 ans, il y a une baisse de la consommation de l'eau dans les ménages, donc c'est une bonne nouvelle pour l'environnement surtout. Donc, et ça montre que les gens ont bien acquis tout ce qui était éco-gestes aussi. Consommer l'eau potable du robinet permet de réduire ses dépenses et de réduire le nombre de bouteilles en plastique. En 2025, un foyer de 4 personnes consommait en moyenne 240 bouteilles d'1 litre par mois, c'est 8 bouteilles par jour. La préservation des rivières dans les vallées est à la fois un enjeu sanitaire et environnemental.
On clôture ainsi cette édition d'information. Tout de suite, notre rendez-vous hollywoodien avec Ramzi Malouki, puis un nouvel épisode de la série Les Plombés, et enfin suivi une étape décisive dans l'aventure Koh-Lanta, la réunification. Excellente soirée à tous sur TNTV, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.